Coucou mon pompon. Aujourd'hui, on repart pour le royaume des 7 couronnes, cette fois pas pour se pencher sur un personnage de Game of Thrones en particulier, mais plutôt pour présenter une thématique fondamentale dans cet univers, oui, je pèse mes mots, à savoir la symbolique animale. Le sujet est bien trop vaste pour être contenu en un seul épisode, même si tu sais que j'adore m'étaler. Néanmoins, j'entends que peut-être tu as autre chose à faire, genre une vie, et que du coup un podcast fleuve de 1001 nuits sur un seul aspect d'une seule série ne te chauffe pas plus que ça. Eh bien si tu commences déjà à faire des digressions de 20 minutes avant d'entrer dans le vif du sujet, t'inquiète pas que tu vas les atteindre les 1001 Sherazade, va. Yep, absolument catchy, j'y vais. Or donc, il m'a fallu faire des choix. J'éviterai toute la réflexion autour des dieux anciens, de la nature mère, de la dévotion aux éléments, de ce qu'implique l'hiver qui, comme chacun sait, is coming, sur la fin définitive du vivant tel qu'on le conçoit, sur le retour à l'animalité primale des White Walkers, du mépris animalisant envers les Dothrakis ou les Wildlings, ceux qui vivent de l'autre côté du mur, comparés aux efforts que la civilisation met à s'écarter de la nature mammifère de l'être humain en faisant la dînette dans de la belle vaisselle. Encore que, il sera quand même un peu question de classe sociale et de standing, malgré tout, puisque je vais tout bêtement me focaliser sur les maisons et leurs blasons. Toutes, non. Il y a plein d'armoiries animalières dans Goth, mais je n'évoquerai que les plus grosses maisons, les Stark, les Lannister, les Baratheon, les Targaryens, les Greyjoy et les Mormons, c'est déjà pas mal la vérité. À propos de vérité, je mens. Je te parle d'une autre maison en fin d'épisode et aussi d'un roi sans blason, mais patience. À mon grand regret, car je les adore, les Tyrell et leurs roses épineuses, ainsi que les Martell et leur soleil orné d'une lance, ne seront pas invités au bal. Note néanmoins, pompon, la subtilité de leur bannière à eux, la douceur de la rose et du soleil mêlée aux pics acérés. On est d'abord dans la vie, sensible, prospère, avant d'être dans la guerre. Mais t'inquiète, on sait se défendre. Je te rappelle que Lady Olenna est la plus badass des Kingslayers et qu'Oberyn Martell a presque eu raison de The Mountain. C'est pas des agneaux. C'est pas une digression, ça, par hasard. Yes, prise la main dans le sac. J'avoue, je t'ai quasiment refait le coup de la prétérition, comme dans le titre de ce podcast. Je ne vais pas te parler d'eux et hop, déroule, je t'en cause. Anyway, je recentre sur le bestiaire héraldique, car c'est l'occasion pour moi de te présenter mon exercice de sophrologie préféré de tous. C'est mon chouchou, je l'adore, je suis surex. Et t'as vu, j'ai été sage, j'ai attendu 46 épisodes avant de te le balancer. Il s'agit de la réponse de l'animal. Aujourd'hui donc, ce qui m'intéresse, c'est l'image que renvoient ces blasons animaliers, mais aussi comment les personnages s'y identifient, y répondent, qu'est-ce qui fait qu'ils s'en éloignent, s'y retrouvent ou s'y perdent, quels échos de leur nature profonde ces symboles primaires nous chantent-ils à travers la glace et le feu. Alors d'abord, il y a quand même un truc qui m'a frappé moi en regardant la série dès le début quasi, c'est que les familles ne sont pas égales face à leur animal. Alors non, je te parle pas du gap qu'il y a entre un cerf et un calamar géant ou entre un loup et un dragon. Ça, bien sûr, ça compte et je vais y revenir. Mais c'est pas ça qui m'a interrogée moi. Souviens-toi, au début de la saison 1, on suit les Stark et la découverte par Ned d'une tripotée de louveteaux orphelins qu'il attribue à chacun de ses enfants, même au petit Arba Targaryen. Chacun, chacune, va donc évoluer avec un loup mastoc avec qui elle entretient une relation fusionnelle. Les Stark, ils ont des loups. Bon. Très vite, on découvre aussi que Dédé trimballe 3 beaux œufs partout avec elle. Comme on n'est pas complètement nouille, on a vite capté qu'il allait y avoir de l'éclosion de dragons. Ok, les Targaryens, ils ont des dragons.
Alors, ma question est la suivante. Où qui sont les cerfs des Baratheon, les seiches des Greyjoy et les lions des Lannister? Ben oui, c'est quand même si fou, non? Même pas un petit expecto patronum, une petite évocation, un petit bout de crinière ou de tentacule par-ci par-là. Rien, nada, que puique, bon, bref, t'as compris. Pourtant, avoue qu'un gros lion au pied du trône de King's Landing, ça irait drôlement bien dans le décorum bling-bling. Mais il y a quand même Sir Pounce, Captain Sophros, il y a un petit félin, ça marche, non? Ah bah mon pompon, je sais que tu as une affection particulière pour le chat du pauvre petit roi Tommen, mais non, et non, c'est pas pareil. Alors moi, ça m'a quand même interpellé ça. Remarque, si ça se trouve dans les bouquins, ils en ont des bestioles. Et mettons dans la série non pour des raisons évidentes de budget. Déjà qu'ils nous ont réduit les loups géants à des bons gros toutous. Ah, vous voyez que ça marche. Non, n'insiste pas, pompon, les machins, ils ressemblent quand même à des loups. Sir Pounce, c'est un tout petit minou. Il semblerait donc que 3 des grosses familles aient comme perdu leur connexion fondamentale avec leur emblème. Chez les Greyjoy, on ne semble avoir conservé que la symbolique. Leur bannière représente une seiche, franchement on dirait un calamar géant, on n'est pas loin des légendes lointaines, en dehors des 7 couronnes, des dieux fondamentaux, dont un incarné par une sorte de Cthulhu, énorme poulpi des mers. Ça leur va fort bien à ceux-là, puisque leur qualité de marins en font des explorateurs et des conquérants des océans. Eux ont dû voir et longer tous les rivages du monde et s'imprégner des mythes originels. Par ailleurs, ils portent en eux ce côté brutal, effrayant et irréfléchi de la créature marine qui s'abat tout en violence, sans état d'âme, comme un tsunami qui détruit tout. Je te rappelle que leur devise c'est « nous ne semons pas ». Rien ne pousse, quoi. C'est carrément la vibe de ce gros bourrin de Euron. C'est sur ce sel infertile qu'a poussé la fière Asha. Et c'est exactement ce que Theon n'est pas. On y reviendra. Côté Baratheon et Lannister, on a 2 bêtes couronnées. L'une de bois altier et délicat, le cerf est également une bête sylvestre, elle représente, hélas, la chasse, mais aussi l'abondance de la nature. Robert Baratheon n'est guère altier. Il se nourrit de gibier plus qu'il n'incarne la puissance élégante de la forêt. En devenant roi, un peu par hasard, il semble avoir perdu pied avec les racines de sa maison. Dans la catégorie animal politique, les Lannister dominent. Quoi de plus tape à l'œil et obvious que le lion? Le symbole royal par excellence. Surtout quand la devise associée c'est « Entends-moi rugir ». On croirait une pub pour une grosse bagnole. Pour rappel, c'est pas une famille de la haute à la base. C'est un peu des nouveaux riches. Je t'en avais déjà parlé dans l'épisode consacré à Tyrion. Ils ont besoin de montrer, d'en imposer, et puis de rappeler à tous qu'en plus, ils sont chouqués et blondins. On est stylé et on vous écrase tous, bande de ploucs. Note que c'est un peu la même que pour Louis XIV. Ben si, le piou-piou démarre sa vie de petit roi comme un bouseux, obligé de se protéger face à la fronde et à celles qui veulent prendre le trône. Il est menacé et trahi. Bon ben, tout le reste de son règne, il va le passer à bien faire sentir aux autres qu'ils sont des grosses crottes à côté du soleil qu'il est devenu. Tu vois le fonctionnement, je pense. Toujours est-il que ces blasons-là sont désincarnés. Ils n'existent qu'en façade. Leurs sens profonds se perdent dans la soif de conquête ou les arcanes politiques. Peut-être que l'échec de ces prétendants au trône était déjà inscrit dans ce renoncement à sa nature profonde. Peut-être que les seuls encore en lice sont celles qui soufflent toujours le feu et le sang ou le vent froid de l'hiver qui arrive, comme l'affirment leurs devises respectives. Pour une œuvre appelée A Song of Ice and Fire, le loup des neiges et le dragon, c'était un peu prévisible, non? Note que dans les 2 cas, il s'agit avant tout d'une restauration de ce lien perdu avec leur animal. C'est même tout le problème de la lignée des Targaryens, puisqu'au fil du temps, leurs dragons ont rétréci, se sont réduits, ont perdu de leur superbe jusqu'à s'évanouir complètement dans les limbes des souvenirs de légende. Daenerys
est celle qui remet la main sur le secret de sa nature profonde. Elle est The Unburnt, imbrûlable, et des flammes qui épargnent sa chair reviendront à la vie 3 dragons qui, ma foi, ne manqueront pas d'allure. Elle en nomme 2 en hommage à ses frères, Viserion et Régal, et ce ne seront pas les plus sauvages. Je t'ai un peu parlé de son rapport injuste à ces 2-là dans l'épisode que je lui avais consacré, donc je ne vais pas y revenir. Et le chouchou, le plus grand, le plus indomptable, celui qui fera le plus corps avec elle lorsqu'elle libérera sa nature de Mad Queen irrémédiable, elle le baptise Drogon en souvenir de son époux puissant et impitoyable. Daenerys se confond avec son dragon, au sens où elle se perd dans son pouvoir à lui, en oubliant ses valeurs à elle. Elle ne sera finalement pas meilleure que les ancêtres dont elle voulait éviter de reproduire les erreurs. C'est une reconnexion manquée avec sa voix profonde. En revanche, le petit Snow s'en sort pas mal. Vrai Stark, il est aussi Targaryen. Et comme par hasard, c'est le dragon Rhaegal, celui qui porte le nom de son père biologique, Rhaegar, qui accepte de le prendre pour cavalier. Tyrion l'a dit en les libérant. Les dragons sont des êtres doués d'une excellente mémoire et d'une grande intelligence. Ils auraient pu être le symbole d'un monarque éclairé qui lutte contre le froid de la mort, mais ce n'est pas ce que Daenerys en a fait. Mais Jean Neige, lui, est revenu des morts. Il appartient à la garde de nuit. Il est passé de l'autre côté du mur et de la vie. Il n'a aucun appétit pour le pouvoir des hommes et les sirènes du trône. Il ne fait que protéger parce que c'est son devoir. Revenons un instant sur les loups. Ned n'a pas de loup personnel. La découverte des petits orphelins, au nombre de 6 pile poil, avec un blanc pas comme les autres pour le petit Snow comme de chez par hasard, ça sonne vraiment comme un cadeau un peu magique de Dame Nature. Et les Stark, y a pas, ils sont leurs loups, et inversement, il y a une fusion parfaite des individus. Comme les dragons, les loups vont morfler. Si côté tout feu tout flamme, il ne reste que Drogon à la fin, côté Patoun, seule Nymeria, la louve d'Arya, et Ghost restent en vie. Nymeria, comme son humaine, choisira l'indépendance et l'appel de l'aventure en solitaire. Arya le respecte et la rend volontiers à sa nature profonde, à laquelle elle aussi finira par retourner au lieu de poursuivre une vaine vengeance envers Cersei. Intéressant également de voir que le loup de l'homme revenu d'entre les morts et qui sera condamné à disparaître à la fin du game s'appelle Ghost. En tout cas, on est encore dans une belle cohésion entre les deux. Le loup, c'est un bel animal à porter en bannière. Il n'a que faire de régner, mais il impose le respect. Il est indépendant et ombrageux, puissant mais discret. Et il met honneur, fidélité et liens familiaux au-dessus de tout. Voilà un symbole de droiture qui peut se rallier bien des allégeances, même celle de l'ours de la maison Mormont par exemple. L'ours, c'est la famille, la stabilité, la force au service des racines. Cette nature de pilier, Jorah l'offrira pleinement et jusqu'au bout à la dragonne Daenerys, oubliant qu'il n'appartient pas au sable mais à la neige, selon la devise familiale « Ici nous demeurons ». Cette fidélité ancestrale aux Stark, Lyanna Mormont la maintiendra fièrement jusqu'à la mort. Je t'ai dit que j'allais revenir sur Theon tout à l'heure. Eh bien nous y voilà. Lui n'a rien d'un Greyjoy. Otage officiel, en réalité élevé avec amour et respect par Ned et Catelyn Stark, le petit Theon mettra du temps à trouver sa place. Détruit par les tortures infligées par Ramsay Bolton, il reviendra à lui-même, à son nom et à son honneur, uniquement pour sauver Sansa. Je te rappelle que sa sœur, Asha, est venue le sauver, mais cela n'a pas suffi à lui faire retrouver la voie de son identité. Il avait choisi de rester en enfer. Sansa a perdu sa louve, Lady, mais cela ne l'a pas empêché de vivre la métamorphose animalière qui l'amènera à devenir l'indiscutée Queen of the North. Little Dove, la colombe, telle que l'a nommée Cersei, Little Bird, petit oiseau en cage comme l'a surnommé Thunder Clegane,
Elle arbore une robe noire somptueuse ornée d'épaulettes de plumes lors de sa première transformation avec Littlefinger. Puis, elle adoptera le cuir rigide et sobre de celle qui domine. Elle est devenue elle-même, dans son visage, son attitude, son autorité, une louve, calme, fine, insoumise. C'est elle, donc, qui réveille le cœur de Theon. Celui-ci retrouve sa véritable place aux côtés des Stark. Il expie ses fautes, trouve en cette allégeance un courage qu'il n'a jamais eu et finira adoubé par sa reine louve puisqu'elle le décorera au tombeau de sa broche à l'effigie du loup, l'accueillant ainsi symboliquement et pour toujours comme un véritable membre de la famille Stark. Note que ce serait le 7e, l'enfant adoptif, comme les 7 couronnes. Moi je dis ça, je dis rien, mais qu'on vienne pas me conter que dans le Nord, on ne s'est pas rassemblé. D'ailleurs, je t'avais annoncé en intro que je te causerais d'une autre maison, bien moins grande et toute neuve. C'est aux côtés des loups qu'elle trouve sa place. Il s'agit de la maison Clegane, au blason orné de chiens, puisqu'ils sont à l'origine limiers. Si The Mountain a choisi la voie de chien au service de la couronne, peu importe quelle tête se trouve en dessous, devenant même un véritable zombie attaché à son maître, son frère, Sandor, surnommé The Hound, n'est pas un sir. Il ne cesse de le clamer. Il ne répond pas au code de la chevalerie. Il ne se soumet pas aux bienséances. Il va tracer sa propre voie et trouver à qui offrir sa fidélité de chien, choisie, viscérale. Protecteur de Sansa d'abord, à qui il offrira la fuite, qu'elle refusera, comme Theon d'ailleurs, il gardera en vie cette petite teignasse d'Arya. À sa manière, il a retrouvé la voix profonde du chien, cousin du loup, et il a monté la garde jusqu'à ce que les jeunes louves puissent accomplir leur destin. Comme Theon, Sandor est un très beau personnage qui a bien trébuché et souffert avant d'entendre l'appel du loup. C'est bien joli tout ça, mais on en reste quand même sur une bataille de pouvoir et d'allégeance, même si les Stark sont full valeur. Or, j'en viens à mon dernier animal, celui qui ne figure pas sur une bannière, celui qui n'a ni allégeance, ni suzeraineté ancestrale, celui qui ne connaît pas les limites des frontières, ni même celles du temps, celui qui plane au-dessus des guerres et qui détient la sagesse paisible de celui que les destins traversent, The Three-Eyed Raven. Eh ben oui, Bran est certes un Stark, mais il est lui-même devenu un animal. Il n'est plus lui. Note d'ailleurs que c'est le parcours exactement inversé avec sa sœur Sansa, du loup à l'oiseau cette fois. Sa voie à lui est d'être le guide vers la longue paix. Avec son corps brisé, il n'est plus qu'un esprit qui accueille toutes les réponses que la corneille chante dans les vents apaisés. J'espère que tu ne m'en voudras pas de ne pas avoir approfondi davantage sur la symbolique de certains animaux. Comme j'ai essayé de représenter un petit peu le rapport des différentes maisons à leur animal, je ne pouvais pas creuser non plus pleinement la symbolique du dragon, du loup, etc. etc. Bon, sachant que pour le dragon, je l'ai déjà quand même un petit peu fait dans l'épisode sur Daenerys. Et puis j'avais déjà pas mal parlé des Lannister dans l'épisode sur Tyrion. De toute façon, il me fallait bien faire des choix. J'espère que tu excuseras l'état de ma voix pour l'enregistrement de cet épisode. Je n'ai pas d'autre choix que de l'enregistrer aujourd'hui. Je ne suis même pas malade, donc cette voix éraillée est vraiment incompréhensible et injuste. D'autant que je suis ravie de pouvoir animer aujourd'hui, comme je te l'ai dit en intro, mon exercice préféré en sophrologie, à savoir la réponse de l'animal. J'espère quand même pouvoir réussir à te l'animer correctement et de manière agréable. Alors pour te présenter un petit peu cet exercice-là, il s'agit d'un exercice du 2e degré. Si tu suis ce podcast régulièrement, tu te souviens peut-être que le 2e degré, ça concerne des exercices principalement de futurisation, mais aussi d'observation.
Dans cette sophronisation, on est surtout sur de l'observation, mais en réalité, il y a un petit peu de futurisation un petit peu subtile, puisque on va quand même un petit peu prévoir quelque chose, attendre quelque chose pour la suite, mais c'est très léger. Là, c'est plus de l'écoute. D'ailleurs, c'est le terme qui va être utilisé systématiquement pour les intentions qu'on va donner à cet exercice-là. Alors, c'est pas un exercice qu'on va utiliser dès la phase curative, dès la première phase. On va l'utiliser en préventive, donc la deuxième phase, celle où on a eu le temps de préparer les choses en amont. On l'utilise dans cette phase-là parce qu'on s'en sert principalement pour activer la confiance en soi ou aider la personne à être plus adaptable dans son quotidien ou face à certaines situations, et puis pour l'aider un petit peu à soutenir, à enrichir ses motivations à réussir et à continuer à réussir, à atteindre son objectif. Donc c'est vraiment plutôt quelque chose qui vient soutenir et terminer le travail en travaillant justement sur la confiance, la détermination, etc., etc. Attention, on ne travaille pas sur l'estime de soi avec cet exercice-là. Il ne s'agit pas de l'image qu'on veut renvoyer aux autres ou ce genre de choses-là. Il s'agit vraiment de s'écouter et par le biais de la symbolique d'un animal, d'entendre un message, entre guillemets, donc quelque chose qu'on a besoin d'entendre à ce moment-là. C'est l'un des exercices qui finalement est peut-être le moins concret au sens corporel. C'est pas quelque chose où on va uniquement se sentir respirer, bouger, etc. Ce qui est fondamental en sophro et très important. C'est ça que moi j'aime aussi dans cette pratique-là, c'est que c'est très concret, ça ramène à ses ressentis, au corps, etc., etc. Là, c'est vrai qu'on joue sur quelque chose d'un tout petit peu plus abstrait et qui va permettre en fait d'écouter justement son inconscient. Alors si tu as suivi les épisodes dans lesquels j'invite quelqu'un pour venir parler de son expérience personnelle, et je te l'ai déjà peut-être expliqué dans d'autres épisodes plus classiques entre guillemets aussi, tu sais peut-être que j'aime beaucoup le rapport à l'image pour aider les personnes à exprimer soit ce qu'elles ressentent, soit à se présenter par exemple, c'est ce que j'utilise pour les interviews que je fais. Je trouve qu'on capte énormément de choses en observant une image sans forcément les conscientiser, et du coup la symbolique que les images ou les symboliques que les images portent sont captées de manière inconsciente dans notre manière d'observer cette image-là. Pour moi, cet exercice-là, il rejoint exactement ce type de fonctionnement-là. En fait, on va un petit peu lâcher prise et on va laisser l'inconscient faire ce qu'il a envie de faire, proposer l'animal qu'il a envie de proposer, ce que cet animal vienne nous dire, entre guillemets. On n'est pas obligé de voir l'animal parler. On peut si on en a envie, mais c'est plus, encore une fois, c'est un exercice très symbolique, donc on peut juste recevoir, percevoir ce qu'il vient nous délivrer sans forcément passer par un langage articulé. Mais dans tous les cas, c'est l'inconscient de la personne qui choisit tout, donc c'est évidemment pas quelque chose de magique au sens propre, mais c'est quelque chose de magique à mes yeux, puisque c'est un exercice qui s'avère extrêmement puissant et doux à la fois. C'est ça que j'aime beaucoup. Il y a vraiment un côté cocon, rassurant. Systématiquement, je trouve, les gens ressortent de cet exercice-là avec le sourire, avec quelque chose de vraiment très réconfortant, très doux, très apaisant, et en même temps, pour certains, selon évidemment ce qu'ils ou elles ont besoin d'entendre à ce moment-là, pour quel genre de problématiques aussi d'où elles viennent, il y a des thématiques qui sont un peu plus légères que les autres évidemment, il y a parfois un côté extrêmement détonateur à avoir justement tout d'un coup clairement ce qu'on était venu chercher, la réponse ou l'encouragement ou la petite phrase, le petit mot qu'on avait besoin d'entendre et de se dire à soi-même.
Alors ça peut être utilisé dans la même optique qu'un exercice que je t'ai déjà présenté avec Luffy et Peter Pan qui s'appelle l'enfant intérieur où on va aussi avoir ce côté-là un petit peu abstrait d'aller se parler à son soi enfant. Dans cet exercice de la réponse de l'animal, il y a ce même type de douceur un peu enveloppante là, sans avoir les écueils de retourner en enfance pour ceux pour qui c'est difficile. Là, pour le coup, à moins que vous ayez un gros problème avec tous les types d'animaux possibles, c'est vraiment un exercice qui est très accessible, quelle que soit votre situation. Comme je te le disais tout à l'heure, c'est donc pas un exercice qu'on pratique dès la première phase. Ceci dit, à titre personnel, je le trouve quand même très accessible, même pour un one-shot. Alors il faut évidemment que vous vous sentiez un petit peu intéressé, appelé par ce type d'exercice-là, que vous ayez envie d'entrer dans une relaxation qui va vous mener à entendre le message de l'animal, mais je le trouve tellement doux et positif. Moi, quand je l'ai pratiqué, c'était pas du tout dans le cadre d'un protocole et je l'ai quand même énormément apprécié. C'est un exercice qui m'a fait beaucoup de bien sur le moment. Donc vraiment, à moins, disclaimer habituel, que tu souffres d'un trouble du type TDI ou schizophrénie, auquel cas les sophronisations ne sont pas conseillées pour toi, en tout cas pas sans un encadrement clair et sans autorisation entre guillemets médicale. Donc si c'est ton cas, encore une fois, je suis navrée de ne pas pouvoir te faire participer à cet exercice-là. Prends bien soin de toi et reviens la semaine prochaine. Mais si tu n'es pas dans ce cas-là, ma foi, il n'y a aucune contre-indication. Et si tu as envie de pratiquer cet exercice, je vais essayer, malgré ma très mauvaise voix du jour, de te l'animer de la meilleure manière possible, en partant un petit peu dans un décor Winterfell, arbres automnaux. Oui, tiens, dernier point avant de commencer, on s'en fiche totalement que l'animal soit raccord avec le décor. Il y a parfois des gens qui s'imaginent, je sais pas, chez eux au 4e étage et il va y avoir une girafe qui apparaît dans le salon. Ça n'a aucune importance que l'animal soit cohérent, par où il a pu entrer, arriver, etc., etc. Laisse venir. Même chose, laisse venir sans juger ce qui vient. Toi, tu vas peut-être avoir en tête, ouais, grave, je vais trop avoir un tigre blanc. Et en fait, tu vas avoir une petite taupe toute mignonne. Eh bien, laisse venir la petite taupe toute mignonne. C'est que c'est ça que ton subconscient veut que tu aies à ce moment-là. Donc, laisse venir sans juger, peu importe le type d'animal dont il s'agit. Bon, évidemment, si tu imagines un ver de terre dans la mesure où je vais te demander de t'imaginer en train de le caresser un peu, etc., ça peut être un petit peu gueulerie. Dans ces cas-là, laisse aller la rigolade. Mais bon, dans le principe, ça devrait coller avec quand même pas mal de types d'animaux. Ne t'inquiète pas, il n'y a aucune raison si tu as une petite phobie ou autre, il n'y a aucune raison que tu te retrouves confronté à cet animal-là. Je vais essayer de te mettre dans de bonnes conditions positives avant la visualisation pour que ça n'arrive pas. Je te laisse donc t'installer soit dans un fauteuil confortable, ou un siège en tout cas relativement confortable, ou allongé dans ton canapé, dans ton lit, comme tu veux. Il n'y a pas de contre-indication. Pendant que tu t'installes confortablement, si tu as envie de faire cet exercice avec moi, j'en profite pour te redonner un petit peu les recommandations de base. Je te l'ai déjà un petit peu dit, mais sois bien à l'écoute de tes ressentis, accueille-les sans jugement, reste bien concentré sur le son de ma voix pour suivre les étapes de la relaxation et de la visualisation. Et puis aussi, il y a pas mal de temps maintenant, je t'avais dit qu'on n'était pas du tout obligé de faire la relaxation de haut en bas, qu'on pouvait partir de bas en haut et même du milieu vers l'extérieur. C'est ce que je vais te proposer aujourd'hui pour changer un petit peu. Donc ne sois pas étonné si tu as l'habitude de suivre mes exercices, c'est normal, on ne va pas commencer du même côté aujourd'hui.
Alors, si tu es installé confortablement, je te rappelle de faire bien attention à toi, à tes ressentis, à ton corps pendant cette sophronisation-là. Ne te laisse pas dans une position qui pourrait te créer des petites courbatures, des petits inconforts à la sortie de l'exercice. N'hésite pas dans ce cas-là à bouger légèrement le cou, les mains, les jambes, à te retourner si tu as besoin de te retourner. Du moment que tu gardes les yeux fermés, que tu restes concentré sur toi et sur ma voix, au contraire, veille à rester le plus confortablement installé possible. Le but, c'est quand même pas de se faire mal en sophro, ça se saurait. Si tu es prêt, mon pompon, on va pouvoir commencer. Je te laisse fermer les yeux. Commence déjà par prendre une longue inspiration par le nez et souffle doucement par la bouche. Concentre-toi uniquement sur ta respiration. Respire maintenant de façon un peu plus naturelle. Reste focalisé sur ta respiration, sur son rythme régulier. Porte ton attention à tes poumons, à tes côtes. Sens-les s'étirer, se détendre à chaque inspiration, à chaque expiration. Laisse ton souffle étirer tous tes muscles du ventre. Sens-le se dénouer doucement. Laisse ton torse s'assouplir, s'abaisser légèrement. Laisse ton dos se relâcher. Laisse-le s'étirer, s'arrondir. Ressens chaque muscle s'étirer, se détendre tout le long de la colonne, de bas en haut, de haut en bas. Laisse tes omoplates s'abaisser légèrement. Relâche complètement les hanches, le bassin. Prends conscience que tout le centre de ton corps est relaxé. Laisse maintenant cette sensation de détente atteindre tes épaules. Sens-les qui s'abaissent doucement. Relâche complètement ta nuque, ton cou. Laisse tes bras s'étirer jusqu'au coude. Sens tes avant-bras plus lourds, pesants, reposés. Laisse tes poignets se relaxer. Laisse les muscles de tes mains s'étirer de la paume jusqu'aux doigts, jusqu'au bout des ongles.
Prends conscience que tes membres supérieurs sont relaxés. Porte maintenant attention à tes cuisses, sans les assouplir, se relâcher doucement jusqu'aux genoux. Laisse tes mollets se relaxer. Sans cette détente irradier tout le long des tibias jusqu'aux chevilles. Laisse tes pieds se reposer, détendus, jusqu'au bout de chacun de tes orteils. Prends conscience que tout le bas de ton corps est détendu. Concentre-toi à nouveau sur ta respiration. Laisse-la monter des côtes jusqu'à la trachée, jusqu'au nez. Focalise-toi sur l'air frais qui entre dans tes narines à chaque inspiration. Et ressens l'air un peu plus chaud à chaque expiration. Apprécie la régularité de ces vagues, de ce souffle dans ton nez. Amplifie légèrement chaque inspiration et chaque expiration. Laisse ce souffle calme détendre les ailes de ton nez. Relâche tes joues, tes tempes. Relâche complètement tes mâchoires. Laisse ta langue se reposer sur les dents du bas. Rappelle-toi que tu peux avaler naturellement à tout moment. Laisse ton menton s'affaisser légèrement. Laisse tes oreilles s'abaisser. Sens tes paupières plus lourdes. Laisse tes yeux se reposer. Essaie de créer plus d'espace entre tes sourcils. Laisse ton front se lisser comme une mer calme, paisible. Accueille cette sensation de calme jusqu'à ton crâne. Sens tout ton cuir chevelu s'étirer, se détendre. Prends conscience que toute ta tête est relaxée. Prends conscience
que tout ton corps est calme et détendu. Je te propose maintenant de t'imaginer dans une cour avec quelques arbres. Observe leurs troncs légèrement blancs, leurs feuilles orange, rouge, éclatantes. Laisse-toi bercer par le chant discret des oiseaux dans les branches. Apprécie le sifflement léger du vent doux dans tes oreilles. Laisse-toi envelopper par les parfums de la pluie qui vient de tomber. L'odeur légère des sous-bois, rassurante, enveloppante. Ressens ce vent frais dans tes cheveux, sur tes joues, doux, agréable. Prends le temps d'observer la nature discrète autour de toi. Prends conscience de tous les détails qui t'entourent. Imagine maintenant plusieurs animaux qui arrivent dans cette cour au pied des arbres. Observe leurs mouvements en secret. Contemple ce spectacle de la nature qui s'offre à toi. Et laisse maintenant ton regard croiser celui d'un animal. Reste immobile pour ne pas lui faire peur. Toi non plus, tu n'as pas peur. Comme si cette rencontre était naturelle. Observe-le se détacher du groupe pour avancer doucement vers toi. Conserve le contact de ses yeux dans les tiens. Tu sens maintenant son souffle sur tes doigts. Caresse-le doucement. Admire sa beauté. Ressens presque les battements de son cœur près de toi. Savoure pleinement la chance de ce moment, de cette rencontre. Plonge à nouveau tes yeux dans les siens et imagine ce que cet animal est venu te dire. Écoute attentivement son message. Laisse ces mots
résonner à l'intérieur de toi. Accueille ce message en toi. Prends conscience des sensations que cela te procure. Intègre les impressions laissées par ce message. Souviens-toi que ces sensations sont présentes en toi. Pense à les activer au quotidien. Tu peux reprendre doucement contact avec les points d'appui de ton corps, tes pieds, tes cuisses, ton bassin, tes bras, ton dos, ta tête. Prends une longue inspiration pour te dynamiser et souffle fort par la bouche. Prends le temps de remuer doucement tes pieds, tes mains, ton cou, tes épaules. Étire-toi si tu en as envie, baille si tu en as besoin. Et quand tu seras prêt ou prête, tu pourras ouvrir les yeux. L'exercice est terminé. J'espère que cet épisode t'a plu et je te dis comme d'habitude à lundi prochain. Et d'ici là, n'oublie pas, respire, baisse tes épaules et relève le menton, mon petit pompon.